justement commencer par une remarque un peu personnelle. Donc j'ai été étudiante en architecture et à l'école d'architecture Paris-Villemain. Et j'ai été formée à faire du logement social innovant et bien isolé, correctement chauffé. Et je me suis retrouvée sur le marché du travail au milieu des années 80, au moment où finalement on était en pleine contre-crise de l'énergie et où les problématiques qui avaient été impulsées après 73 ont été un peu abandonnées ou en tout cas ont nettement molli pour finalement donc aboutir au fait que finalement ma clientèle, qui était surtout une clientèle privée, ne se souciait finalement assez peu de ces problèmes et je dois dire que j'avais beaucoup de mal à les motiver sur ces questions. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, j'étais un petit peu, ne pouvant pas accéder à ce marché, par exemple, du logement social, j'ai été un peu frustrée. Et ayant poursuivi mes études donc, à l'université, eh bien, finalement, j'ai repris ces questions thermiques en charge sous l'angle historique, puisque je n'arrivais pas à convaincre les clients de le faire de manière pratique. Et aujourd'hui, finalement, à travers mes participations dans les rénovations de bâtiments historiques avec François Chatillon, je me retrouve à nouveau impliquée dans l'acte de construire et je trouve que c'est extrêmement stimulant, même si je ne suis pas censée jouer à l'architecte, mais je joue mon rôle d'historienne. Je m'abstiens de jouer à l'architecte, il y en a assez dans les salles et d'ingénieurs également, pendant les réunions. Mais enfin bon voilà, c'est une manière finalement de boucler la boucle et je suis partie d'un point et j'ai essayé de positiver et aujourd'hui finalement ça crée de la relation et du savoir à mettre en œuvre concrètement dans des projets. Bon, donc on va quand même revenir directement à mon propos ce soir, où je vais donc essayer de présenter comment s'invente et évolue le chauffage central en France au cours du XIXe siècle, même si finalement ça commence un petit peu avant, on va le voir. Donc j'ai pris, selon les conseils avisés, et je fais ça aussi par ailleurs de temps à autre, j'ai mis un peu le plan de l'intervention, de manière à ce qu'on sache un peu dans quelle direction on va. On va faire un petit point sur les moyens traditionnels de chauffage en France sur la longue durée, c'est-à-dire ce qui se passe avant. Ensuite, on verra comment s'invente le chauffage central à air, à vapeur et à eau chaude, à travers différentes phases. Donc une phase expérimentale jusqu'à 1830, puis une phase de mise au point, puis une phase de développement. Ces trois phases-là seront vues à travers des exemples concrets du patrimoine parisien essentiellement. Et en ce qui concerne les deux phases suivantes, en fait, on les abordera de manière assez sommaire, uniquement pour ne pas donc entamer le patrimoine culturel de ma collègue, mais pour voir comment en fait ça s'articule en termes d'incidence sur les consommations énergétiques. Donc les moyens traditionnels se situe en fait selon deux axes. Un axe qui est l'axe de la cheminée et l'autre qui est l'axe du poêle. Alors l'axe de la cheminée est majoritaire en France en termes d'influence géographique. La cheminée telle qu'on la connaît aujourd'hui, les historiens l'appellent la cheminée adossée, c'est-à-dire en fait la cheminée qui est adossée à un mur porteur non combustible, sous-entendu. Et donc cette cheminée adossée, elle daterait, puisqu'on n'a pas de certitude absolue, son apparition se situerait entre les Xe et XIIIe siècles dans une zone géographique qui serait la France ou l'Italie. C'est pas...
c'est pas complètement non plus... Alors, ça se passe dans un premier temps dans les donjons. C'est-à-dire on va créer des cheminées en creux dans l'épaisseur considérable des murs de pierre des donjons et on va évacuer les fumées à travers ces épaisseurs de pierre. C'est ce qu'on voit ici dans un exemple d'un donjon à Fréteval. Et ensuite, ça va être repris dans de l'architecture plus courante, entre guillemets, et ça va se décliner de manière diverse. Alors, la cheminée va subir toutes sortes d'évolutions formelles, des foyers multiples qu'on voit ici aux variations des supports, comme on voit ici, on passe de corbeaux à des pieds droits, etc. Puis de même, la partie de la hotte se transforme en même temps que l'architecture des époques se développe, sachant que dans tous les cas, la cheminée représente un élément décoratif essentiel de l'architecture qui caractérise notre pays dans ces époques. C'est toujours le point fort décoratif, d'autant qu'on peut se douter que l'efficacité thermique de ce genre d'objet, situé en plus en haut de marches, est assez réduite. Alors, donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, la cheminée comme objet de décor et comme objet quand même de production thermique poursuit ses transformations formelles au cours des siècles. Hein, et en termes d'espace contre le mur, donc avec les retraits, les avancées, etc., la création des tablettes, la réduction dans l'ensemble aussi des volumes de l'objet correspondant aussi à la réduction des volumes des pièces. Hein. C'est sûr qu'entre le château de Coucy et le petit Trianon, il y a eu quelques mètres carrés en moins, mais aussi des variations qui concernent les dispositifs d'évacuation. Par exemple, Blondel propose d'évacuer les fumées alternativement sur le long des murs, ce qui rend les espaces des immeubles en ville de plus en plus habitables, hein, puisque auparavant les conduits de fumée se situaient en fait dans l'épaisseur du mur, et quand on a affaire à une maison de taille modeste, en fait, c'est plutôt les foyers qui s'additionnaient à l'intérieur de la pièce, et on pouvait arriver au 3e niveau, hein, à un espace du tiers de la pièce entièrement occupé par les conduits. Et le foyer, évidemment. Ce qui rendait les pièces presque inhabitables. Donc, grâce à cette procédure, qui va aussi avec le développement des planchers à enchevêtrure, ça permet donc de libérer en fait du volume à l'intérieur des pièces. Enfin, c'est plein de petites astuces comme ça qui marquent l'évolution formelle et décorative de la cheminée. Alors, parmi les préoccupations qui reviennent dans la littérature technique ou littérature populaire ou littérature architecturale, ce qui revient toujours sur la question des cheminées, c'est toujours 3 points. C'est le fait qu'elles produisent toujours de la fumée. Hein, alors on les appelle fumeuses. Elles peuvent être aussi à l'origine d'incendies, donc il convient de limiter ce qu'on appelle aussi les feux de cheminée, c'est-à-dire des accumulations de suie qui prennent feu. Et puis également, le troisième point, c'est que c'est toujours jugé extrêmement coûteux en combustible. Et peu rentable. Hein. On sait qu'effectivement, une partie considérable de l'énergie part dans les conduits. Donc, à certains moments, des usagers ont cherché des moyens pour en fait rendre le processus moins dispendieux et plus efficace. Et il y a le cas de M. Gauger en 1700 et quelques, qui propose donc une cheminée améliorée, qui est une sorte d'œuvre d'orfèvrerie,
qui a un double fond parabolique, la parabole étant censée renvoyer les rayons de la chaleur vers la pièce, et donc l'arrière étant une sorte de labyrinthe où se réchauffe de l'air frais qui va pouvoir alimenter le reste de la pièce ou une pièce adjacente. Alors on a aussi des modifications qui consistent à réduire considérablement le foyer pour en fait améliorer et le tirage et le rendement. Et puis il y a des versions comme ça, comme ce qu'on appelle la cheminée de Nancy, qui sont des objets amovibles en tôle qui obturent des énormes cheminées existantes et qui rendent finalement le foyer un petit peu plus efficace. Voilà. Bon, par contre, c'est des objets dont on n'a pas de traces archéologiques, puisque la tôle, soumise à des fortes températures, se dégrade assez rapidement. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un autre univers en parallèle de l'ère de la cheminée, c'est le monde du poêle. Alors, le monde du poêle touche en partie le territoire français, puisque l'Alsace est concernée par ces développements. Et d'ailleurs, au l'écomusée d'Ungersheim, il y a des exemples tout à fait remarquables que je vous invite à aller voir à l'occasion. Je ne vais pas revenir sur la création, le développement formel du poêle, mais enfin l'idée du poêle, c'est qu'on a une combustion lente qui permet donc un bien meilleur rendement, et du coup ce qui explique en fait son adoption dans des zones où les conditions climatiques sont beaucoup plus rigoureuses que sur une partie de notre territoire. L'idée étant que les poteries cuites et de la terre crue ont le même coefficient de dilatation, ce qui permet d'intégrer des poteries pour alléger les voûtes. Et puis petit à petit, ces poteries qui sont mises pour alléger les voûtes, eh bien, elles deviennent des objets décoratifs en soi et deviennent ce qu'on appelle des catelles en français. Et donc, vous voyez toutes sortes d'objets qui se développent. Alors, en parallèle du poêle de maçonnerie, de terre cuite, on a des poêles également en fonte, des pièces de fonte assemblées. Donc, on voit là les petits systèmes d'assemblage. Ces systèmes donc se développent aussi dans la même zone géographique, mais ils ont l'inconvénient. Enfin, ils ont des avantages et des inconvénients différents. Ils chauffent beaucoup plus rapidement, mais ils n'ont pas l'inertie très intéressante du poêle de céramique. Donc, l'idée vient assez rapidement de combiner les deux et de faire des poêles mixtes avec une partie foyer en fonte et une partie superstructure en céramique, ce qui permet d'allier l'avantage de la rapidité de montée en température du métal et l'inertie de la terre cuite. Et vous voyez aussi qu'on crée des sortes de petits balcons, en fait, avec colonnades qui permettent de favoriser les surfaces, enfin de développer les surfaces d'échange. Bon, le poêle aussi a un gros avantage, c'est qu'on peut le charger à l'arrière et donc de créer des espaces propres, par rapport aux problématiques de chauffage. Il reste toujours l'éclairage qui peut être aussi une source de pollution de l'air et de dégradation des peintures. Donc l'idée, c'est qu'on charge le poêle avec des combustibles qu'on apporte à température pour qu'il y ait une combustion. Et une fois que la combustion est suffisamment ferme, on va filtrer en fait la quantité d'oxygène de manière en fait à créer une combustion lente. Et donc les fumées montent en fait donc du coup très 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 doucement dans ce labyrinthe et donc diffusent au maximum la chaleur avant de s'échapper finalement quand même par un conduit. Et toutes ces petites portes permettent de nettoyer et d'enlever les cendres en partie basse. Donc après, évidemment, chaque pays, chaque époque va s'approprier en fait cet objet et donc on va avoir aussi bien donc des exemples comme ça qui sont au musée suisse à Zurich que ici au musée de la Poste à Prague.
Alors, en ce qui concerne l'application de ces objets en France, ça va se faire en fait assez tardivement. Enfin, il y a des exemples antérieurs au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment des traces archéologiques. Par exemple, j'ai trouvé des traces des catelles de poêle à Avignon. Bon, donc manifestement, il y a eu sans doute au moment où les papes étaient en Avignon des ecclésiastiques probablement venus d'autres contrées qui avaient installé des appareils. Bon, mais ça reste quand même très très ponctuel et on peut pas du tout s'appuyer sur ces objets pour créer un précédent historique. Donc le moment où réellement les poêles sont diffusés un tout petit peu plus largement en France, y compris donc avec des poêliers français, ou d'origine italienne ou suisse ou allemande, mais installés en France depuis une ou plusieurs générations, c'est le XVIIIe siècle. Alors là, je vous montre un exemple de dessin de salle à manger. Enfin, alors on va voir que les poêles sont installés dans les pièces finalement où les cheminées sont assez malvenues. Donc par exemple le vestibule et la salle à manger. Hein. Mais on va essayer de trouver un moyen pour les faire rentrer dans les compositions à la française. Ici, on voit que grâce à un système d'alcôve et de transformation en quelque sorte de cet objet incongru au goût de beaucoup en sculpture, quelque part, on le fait rentrer dans notre goût français. Alors là, sur la droite, vous avez un exemple que j'ai récemment découvert à l'hôtel de Marle, donc dans le Marais. La partie supérieure uniquement est du XVIIIe, la partie basse a été refaite ultérieurement, mais donc c'est intéressant de voir que on peut trouver encore des pièces partiellement d'époque dans Paris. Alors évidemment, ces objets tout à fait exceptionnels ne concernent qu'une clientèle extrêmement privilégiée. Malgré tout, au XVIIIe siècle, 40% des foyers qui ont été étudiés par des historiens sous l'angle des inventaires après décès possédaient des appareils de type poêle. Alors en fait, ce que nous on appelle aujourd'hui de type poêle, ça s'appelait sous d'autres noms, par exemple fourneau à l'époque, et ça pouvait correspondre aussi bien à des objets comme ça qui ont été proposés justement par Cointreau, par François Cointreau, mais aussi par des objets métalliques un peu éphémères comme celui-là, ou celui-là qui est encore existant au musée du Fer à Jarville et qui donne une idée de ce type d'objet. Alors, on a très peu de traces archéologiques de ces objets puisqu'ils ont été réalisés dans des matériaux qui n'étaient pas durables. Et puis, le fer, il est endommagé, on le refond. Donc, de manière en fait à rendre compatible l'efficacité du poêle, qui est quand même à peu près reconnue par tout le monde, et de l'autre côté, disons, le goût pour la cheminée, avec ce que ça représente dans la symbolique de la maison ou de la demeure française, il y a des tentatives qui ont été réalisées de transformer en fait la cheminée dans une espèce de variation, une cheminée fermée qui pourrait se transformer en poêle. On pourrait dire ça comme ça, c'est pas très élégant, mais c'est une proposition du marquis de Montalembert. Le marquis de Montalembert est un militaire qui d'ailleurs a fait des traités de fortification, et du coup il voyage. Ça s'appelle pas des voyages, ça s'appelle des campagnes. Mais donc à cette occasion, il découvre donc les poêles de l'Allemagne et de la Russie, et il est assez impressionné par l'efficacité. Il trouve même que c'est trop chaud. Mais donc il dit c'est pas possible d'installer des choses aussi hideuses dans nos intérieurs. Donc lui, il appartient à la classe dominante, et pour lui la représentation sociale est absolument essentielle. Donc c'est pour ça qu'il essaye de trouver des solutions intermédiaires. Donc il va faire des tentatives. Alors il y a aussi des retours. Je vous ai montré la cheminée améliorée de Gauger,
qui va être en fait reprise en anglais par un Français émigré à Cambridge à cause de la révocation de l'édit de Nantes, qui s'appelle Desaguliers. Et en fait, du coup, Benjamin Franklin va avoir connaissance du travail de Desaguliers et va proposer une sorte de nouvelles reprises de la cheminée de Gauger, mais industrialisables, c'est-à-dire avec des pièces qu'on peut couler et assembler a posteriori. Et c'est ce qu'on appelle la cheminée Franklin. Vous voyez ici cet objet qui donc a toutes sortes d'avantages, donc entre autres d'isoler la pièce du conduit et également de réaliser un double fond avec de l'air chaud. Le système de Franklin en fait va être diffusé en France en courant du XVIIIe siècle, puisqu'il va être traduit en 1767, et donc ça va intéresser un architecte qui s'appelle François Desarnaud, d'origine de Chambéry, et qui travaille à Lyon, et qui va essayer de fabriquer ces fameuses cheminées de Benjamin Franklin, avec certaines difficultés à trouver des artisans pour le faire. Et une fois qu'il a réussi son fait, eh bien, il va développer le procédé et inventer lui-même des objets un peu étranges, comme ce poêle qu'on trouve dans les collections des dessins du Conservatoire des Arts et Métiers. Voilà donc en fait la situation au milieu du XVIIIe siècle, donc deux univers qui se rejoignent avec des objets pour rendre la vie quotidienne un petit peu moins froide. Donc, à ce moment-là, en fait, se développent dans différents espaces géographiques des méthodes différentes de faire du chauffage central. Alors, pendant longtemps, je me suis posé la question où, quand, comment, etc. Et puis, à un moment, j'ai cru que tout se passait de manière un petit peu synchronique. Et puis, en allant plus loin, eh bien, maintenant, je suis à peu près au clair. Donc, le chauffage à air, on a beaucoup de mal à le dater parce que nos amis allemands n'ont pas travaillé assez sur ces périodes-là, mais ça s'est effectivement ça s'est forcément apparu dans le courant du XVIIe siècle, donc dans la zone alémanique, donc dans les zones où on parle des langues germaniques. Et on va voir le détail par la suite. Ensuite, en ce qui concerne la vapeur, on est au contraire dans les îles britanniques. Et puis, la France, en fait, va se caractériser donc, par le développement de l'eau chaude. En fait, c'est un peu chacun essaye des choses différentes dans des périodes communes. Et donc, puisque tout ça se situe dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Alors, en ce qui concerne la partie air chaud, donc on n'a pas de datation, sinon celle-là, c'est-à-dire que dans ce traité de Paul Meissner de 1827, qui est plutôt consacré au poêle de manière majoritaire, il y a quand même une référence à ces objets qui sont en fait des calorifères à air, puisque le calorifère c'est le mot qu'on donne à l'époque pour le chauffage central. Et donc, vous voyez, on a un système qui irrigue un mur en quelque sorte. Alors, le mur, a priori, il est plutôt au centre de l'habitat. Et donc, en fait, le long de ce mur, on trouve deux espaces clos l'un dans l'autre, en fait. Et donc, dans l'espace clos central, qui là est en métal, on va trouver le foyer. Et dans l'interstice entre les deux espaces clos, on va trouver de l'air frais qui va alimenter cette zone. Et cette zone va donc chauffer. L'air pris dans cette zone va se chauffer autour du poêle métallique et par gravité, puisque l'air chaud monte, elle va monter progressivement à travers les tuyaux qui ont été préalablement installés dans le mur.
Hein, on voit comment ça se passe. Alors, ça devait avoir une efficacité relative, mais enfin, c'est quand même une démarche tout à fait intéressante. Et puis, ce mur devait avoir aussi une capacité de rayonnement tout à fait intéressante. Alors, on trouve des exemples de ça dans une villa à Milan, qui s'appelle la Villa Reale Belogioso Bonaparte, qui a été construite par l'architecte autrichien Leopold Pollack en 1790, mais on n'est pas complètement sûr que les objets qui sont, enfin les appareils et les conduits sont de l'installation d'origine, et ça fait encore l'objet actuellement de discussion. Bon, néanmoins, l'Autriche domine Milan à ce moment-là, hein, donc ceci explique cela. Alors, en France, on va avoir différents artisans ou inventeurs qui vont s'y consacrer. Moi, la première mention que j'ai trouvée à travers des archives, c'est la mention d'un système de chauffage à air chaud dans l'hôtel de Chavannes, construit en 1759 sur les boulevards par l'architecte Moreau. Mais nous n'avons pas trouvé, malgré nos recherches avec Sophie Descas, plus d'informations dans les différentes archives que nous avons consultées. Donc on a vu que donc dans cette fin de XVIIIe siècle, un certain nombre de tentatives vont être réalisées, dont l'une par le marquis de Chabannes. Le marquis de Chabannes, la famille de Chabannes, c'est une grande famille aristocratique également. Il a fait la campagne américaine. Il est le fils cadet. Donc il ne doit pas forcément être occupé par les activités principales de la famille, et donc il s'exerce à toutes sortes d'inventions, et certaines mauvaises langues diraient aussi à toutes sortes d'adoptions des inventions des autres. Mais enfin, moi je pense que c'est quand même un grand... pour être capable de filouter un peu les autres, il faut aussi être capable de les comprendre, et c'était quand même une période extrêmement expérimentale. Donc c'est une personne extrêmement habile et qui savait bien faire réaliser des objets. Donc là, il réalise des objets individuels et des objets qui peuvent concerner plusieurs niveaux, avec donc des systèmes d'échangeurs le long des conduits de fumée, ou alors à travers donc des espèces de chaudières qui permettent les échanges entre de l'air propre et des pièces qui vont être chauffées ultérieurement. Alors, la personne donc, qui va réellement faire un saut déterminant à la question de l'air chaud en France, c'est François Desarnaud, et dont on a vu tout à l'heure déjà un objet. Et là, donc, il va proposer des éléments de ce type, avec deux enceintes, une enceinte métallique centrale et une deuxième enceinte métallique extérieure, entre lesquelles donc vont circuler des conduites qui récupèrent donc de l'air chaud. Alors, avec cet objet, il va chauffer des espaces publics. Par exemple, il avait une partie de la Bourse qui était chauffée, une partie de l'école des Beaux-Arts, là à Lavin, et aussi des bâtiments un peu exceptionnels comme le théâtre du cirque Franconi, sachant que donc les cirques anglais ont quitté Paris pendant la Révolution, et que donc au tout début du XIXe siècle, les Italiens reprennent les cirques et donc les améliorent en y amenant du confort. Donc là, on voit que par exemple dans l'entrée, il y a un petit poêle, et on voit ici le système de Desarnaud qui diffuse l'air dans la grande salle de spectacle du cirque Franconi. Alors, sachant que en 1826, c'est un incendie qui a arrêté l'exercice de ce magnifique théâtre, on peut s'interroger sur le fait que l'appareil était peut-être un peu responsable, on n'en sait rien. Enfin,
En tout cas, donc, le chauffage à air chaud suit son cours par la suite, repris par différentes personnes, dont le général Morin pour l'un des amphithéâtres du Conservatoire des Arts et Métiers, dont il est le directeur pendant un certain nombre d'années. Donc là, on a affaire à une double peau, une peau métallique et une peau en maçonnerie. On voit ici l'emplacement du calorifère et puis donc les circuits qui alimentent les différents espaces. Alors, on peut avoir aussi des enceintes en maçonnerie. Alors pourquoi les enceintes en maçonnerie? En fait, l'une des découvertes du général Morin au début du XIXe siècle, c'est que en fait, il y a une porosité au monoxyde et au dioxyde de carbone de la fonte portée à haute température. Donc, ils ont fait toutes sortes de tests. Beaucoup de canaris sont morts, malheureusement. C'est comme pour les expériences sur les sous-marins, mais c'était pour la bonne cause, voilà. Et grâce à ça, donc, l'une des solutions qui est proposée, c'est en fait, d'avoir aussi bien une première enceinte en maçonnerie et une deuxième enceinte en maçonnerie, de manière à ce qu'on n'ait pas du tout de possibilité de monter en température de la fonte. Bon, après, il y a d'autres procédés aussi qui vont être utilisés. Donc, on voit ici des dessins qui appartiennent toujours aux collections des arts et métiers. Donc là, d'un calorifère du palais législatif, c'est-à-dire de la Chambre des députés. Alors, donc, en ce qui concerne le chauffage central donc à vapeur, qui se développe en Grande-Bretagne, il avait été déjà évoqué lors du tout début du XVIIe siècle par ce petit schéma d'un auteur qu'on appelle William Cook. Et puis bon, on n'avait pas trop de traces de tout ça, mais ça réapparaît donc à la fin du XVIIIe siècle dans un cas assez particulier qui est le cas en fait des filatures, dans le cadre des filatures. Alors on est dans le nord de l'Angleterre qui est industriel, qui donc fabrique du fil et qui tisse ce fil, en particulier de la laine, et ils s'aperçoivent que le lundi matin, les fils cassent. En fait. Donc, alors pourquoi les fils cassent le lundi matin? Parce qu'ils n'ont pas travaillé le dimanche, que les machines n'ont pas été mises en branle et qu'il n'y avait pas d'occupation. Et du coup, pour pallier à ce problème de température de l'air qui provoque une rupture dans la qualité de la production, ils décident en fait d'utiliser la vapeur qui est déjà présente, puisque ces machines, elles fonctionnent à la vapeur, pour en fait réchauffer les espaces. Alors on n'est pas du tout dans une logique de confort, hein. On est dans un moment où on fait travailler les enfants, où les gens travaillent 15 heures par jour, etc. Donc c'est pas du tout une logique sociale, c'est uniquement une logique de production. Et par exemple là on a l'exemple sur la droite de Watt qui va proposer en fait d'utiliser les structures de l'usine en 1802 pour en fait faire circuler la vapeur de place en place à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire même pas un deuxième réseau, on utilise le tube de la structure pour faire circuler le fluide caloriporteur. Alors il y a toutes sortes d'autres systèmes. En général, on envoie carrément la vapeur dans l'espace et du coup, pour réaliser ces réseaux, quand on crée un nouveau réseau, du coup, en fait, il faut créer des tubes, fabriquer des tubes qui résistent à la pression. Il faut créer des systèmes d'assemblage, il faut créer des systèmes de valves pour que l'ensemble n'explose pas, etc. Donc c'est toute une déclinaison technique qui accompagne en fait ces systèmes, mais ça se fait dans un continuum d'invention technique puisque on est déjà dans l'univers de la machine à vapeur.
Alors, par la suite, on va avoir aussi des applications un peu plus larges que le secteur des usines, avec déjà, par exemple, les locaux appartenant au patronat, hein, par exemple, éventuellement les maisons de Watt et Woolton vont être chauffées en 1784 et 89. On va avoir aussi des logements à Manchester qui vont être chauffés à la vapeur, les logements liés donc à l'usine. Et puis on va avoir aussi une église à Dublin, la Chambre des communes d'Irlande, etc. On voit ici comment ça passe aussi dans la littérature technique de l'époque à travers un traité de Thomas Threadgold de 1824 qui montre, on voit sur la droite, comment il chauffe une église ou un temple, avec donc un système de production en sous-sol et qui remonte donc dans des petits systèmes d'échangeurs thermiques. Et les tubes eux-mêmes jouent un rôle pour réchauffer l'espace. On voit ici les petits échangeurs et les tubes qui circulent. On voit aussi donc les fameux systèmes de fixation dont je vous ai parlé précédemment, et des systèmes aussi de coudes, de lits, on dit, pour le terme exact, pour donc supporter les dilatations thermiques. Alors évidemment, quand il s'agit en fait de chauffer des espaces de réception, on va cacher l'objet technique derrière une grille pour ne pas gêner le bon goût des uns et des autres. Dans ce traité de Thomas Threadgold, on va aussi trouver des recherches sur des formes de chaudières idéales pour produire ces dites vapeurs. Et on va voir aussi l'amorce de ce qu'on pourrait appeler les calculs thermiques, c'est-à-dire les évaluations disons, des quantités de chaleur nécessaires et des dimensionnements des appareils. Alors, ce qui est extrêmement intéressant et qui pourrait nous étonner aujourd'hui, c'est que le traité de Thomas Threadgold a été traduit en français dès 1826 et en allemand dès 1827. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit nos ouvrages parfois qui mettent, enfin en tout cas techniques et architecturaux, qui mettent parfois 50 ans à être traduits. Là, on est dans une réactivité totale, ce qui montre bien que c'est un enjeu essentiel. Et ça crée une espèce de continuum intellectuel entre les inventeurs à l'époque à travers toute l'Europe. Et ça, c'est une chose assez intéressante à réaliser. En ce qui concerne les applications de la vapeur en France, on va voir en fait un certain nombre d'exemples. Le premier qui est décrit dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est celui-ci qui montre en fait comment on utilise quelque chose qui finalement ressemble quand même assez fort à un alambic pour en fait réchauffer ce qu'on appelle des couches, c'est-à-dire donc des mini-serres dans lesquelles on fait germer des plantes de petite taille. Alors, l'endroit où va se décliner la première expérience de chauffage à la vapeur en France et donc à Paris, c'est pour le palais de la Bourse, qui va être donc commandé par Napoléon en 1808. Alors, il y avait toutes sortes de discussions pour savoir si on... Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le combustible ? Alors, en fait, le combustible, dans le cas de l'Angleterre, c'est quand même très principalement du charbon. Il peut y aussi y avoir de la tourbe. Alors, l'un des intérêts de tous ces objets, finalement, tous ces appareils fermés, aussi bien poêles que appareils centralisés, c'est qu'ils permettent aussi une certaine liberté quant au choix des combustibles. C'est-à-dire qu'en fait, autant dans une cheminée, il est important d'avoir du bois de qualité si on ne veut pas vivre très rapidement un enfer, ou même s'empoisonner. Autant à partir du moment où on a des parois fermées, on peut utiliser de la tourbe, on peut utiliser du charbon de qualité extrêmement variable, et on peut utiliser aussi toutes sortes de déchets
hein, qui souvent d'ailleurs sont assemblés dans des espèces d'agglutinats d'argile. Donc il y a une fabrication de petits galets qui d'ailleurs souvent sont assez, y compris de la poudre de charbon de bois, et ça permet effectivement de ralentir la vivacité de la combustion et de faire durer le plaisir en quelque sorte. Mais bon, néanmoins, le charbon en France, il va se diffuser, il va commencer à être consommé à partir du début du 19e siècle, d'abord venant d'Angleterre, puis produit chez nous également, mais ça va se faire assez progressivement, en fait, hein. Alors oui, donc la bourse, c'est un bâtiment dont la décision donc, a fait l'objet de toutes sortes de discussions. C'est un moment aussi où on essaye de réutiliser des bâtiments existants, hein, qui ont été réquisitionnés par le mouvement révolutionnaire, dont des anciennes églises, des anciens palais de l'aristocratie, hein, c'est comme ça que l'Élysée et Matignon sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et dans le cas de la bourse, on ne trouve pas vraiment de solution parce que ça demande quand même un espace assez considérable. Et puis on décide du coup de faire un bâtiment spécial. On essaie au moment aussi de recycler la Madeleine qui est encore au stade des fondations. Mais donc on choisit de faire un bâtiment spécial qu'on va d'ailleurs panacher le programme puisqu'il va y avoir également le tribunal de commerce et un certain nombre d'institutions qui vont être hébergées sous donc ce vaste toit. Donc l'architecte choisi donc c'est Brongniart qui ne va voir au fait que le bâtiment à peine sorti de ses fondations avant son décès en 1813 et le projet va être pris par Éloi Labarre et toutes sortes de jeunes architectes qui vont participer au projet. Alors, dans le cas de la bourse, alors évidemment, on est toujours dans le cas de la bourse qui existe toujours aujourd'hui, simplement, elle a pris 2 ailes en 1903, pour dire les choses pudiquement, et donc elle n'est plus rectangulaire comme elle était à l'origine. Donc c'est un bâtiment qui est de grande dimension et qui a un hall central essentiel à l'activité boursière, extrêmement vaste, donc qui pose du coup des problèmes de chauffage tout à fait spécifiques. Alors au départ, il pensait utiliser des calorifères à air de Desarnod, et puis finalement, ils en ont utilisé quelques-uns dans les espaces secondaires, mais en rez-de-chaussée, donc pour l'activité boursière et un certain nombre de bureaux, ils vont utiliser la vapeur. Alors la vapeur va être produite dans un premier temps par une seule chaudière, puis par 2, en fait, ce qui correspond finalement à 2 circuits. Et il y a en fait un réservoir d'eau qui récupère l'eau pluviale, hein, qu'on est bien toujours dans la logique du recyclage dans cette période. Aujourd'hui, ça nous semble complètement saugrenu, mais à l'époque, ça semblait tout à fait naturel. Et simplement, quand on a épuisé le réservoir d'eau pluie, on fait appel à l'eau qui est quand même accessible sur la rue adjacente. Donc, on va avoir donc ces chaudières et puis donc un conduit de fumée qui envoie tous ces éléments en hauteur. Alors, les circuits qui vont chauffer cet grand espace vont être répartis en fait dans le couloir, dans le corridor extérieur, en dessous le niveau du sol, sous des grilles, hein, en caniveau, et grâce à ces éléments, ça va pouvoir chauffer en fait l'ensemble de l'espace. Alors vous voyez ici aussi qu'il y a des raccords d'un deuxième circuit qui chauffe un certain nombre d'espaces du rez-de-chaussée également. Donc là, on voit comment, on va peut-être plutôt voir celle-là d'abord. Oui, on voit ici comment circulent en fait donc ces différents circuits. Et donc comment tout ça se croise et comment aussi on récupère le condensat éventuellement
lorsqu'il y a en partie basse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette situation en sous-sol avec des grilles pour que l'air chaud monte, mais on a également des sortes d'échangeurs thermiques, enfin l'ancêtre de nos radiateurs, qui permettent en fait de chauffer les espaces, y compris certains qui sont en fait des façades elles-mêmes. Là, on voit par exemple des petites colonnettes qui permettent la circulation de la vapeur dans ces façades qui sont en fait des façades intérieures qui donnaient sur la partie des sorties de part et d'autre. Si on regarde ça sur le plan, c'est les façades qui correspondent à ces zones-là. Voilà, donc des choses qui ont été évidemment, qui ne sont plus actuellement disponibles, évidemment. Donc on voit qu'il y a toute une réflexion technique là-dessus. Et alors il n'y a pas forcément c'est pas très clair de savoir qui s'est occupé de ce bâtiment. On sait que c'est Charles Gourlier qui a été chargé de la chose en ce qui concerne la liaison avec l'équipe des architectes. Mais en ce qui concerne les techniciens, on cite toujours Gay-Lussac, mais donc on n'a pas vraiment de preuves d'utilisation. Enfin, c'est un peu des choses qui sont écrites, mais moi, j'ai jamais vu de traces archivistiques de l'intervention des scientifiques. Bon, néanmoins, on sait que la chaudière a été réalisée par Namby et Wilson, qui sont des producteurs de chaudières de l'époque. Il n'y en a pas tant que ça, des producteurs anglais installés à Charenton à ce moment-là. Donc la vapeur va fonctionner tout à fait correctement et petit à petit, les autres espaces, c'est-à-dire des espaces qui n'étaient pas initialement chauffés à la vapeur, vont petit à petit l'être. Et du coup, les réseaux vont se développer. C'est ce que j'ai trouvé comme ça sur des plans des archives de Paris. Et on voit comment finalement ils ont rajouté du réseau puisqu'ils étaient finalement assez satisfaits du résultat. Alors c'est une innovation totale et donc ça fait l'objet d'études. Ça fait l'objet d'études et ces études, elles sont publiées dans la revue des savants de l'époque, qui est le bulletin de la société, j'ai un énorme trou évidemment, ça va me revenir sans doute un jour, enfin en tout cas dans la revue des savants, et on voit ici un élément, et ça permet en fait ça montre en fait le prix. Il donne le prix des installations, il donne les consommations, il donne le nombre d'heures, le nombre de jours, les quantités de charbon, les quantités d'heures de personnel. C'est-à-dire il y a une étude très précise sur l'objet, aussi pour essayer de maîtriser l'aspect consommation. Alors on est dans le cadre d'un bâtiment public, c'est important de montrer la puissance de l'État, mais en même temps, il ne faut quand même pas jeter l'argent par les fenêtres, donc tout est extrêmement contrôlé. Et pendant 10 ans, il va y avoir des tableaux comme ça qui vont être réalisés jour après jour avec le comptage de toute la quantité d'heures travaillées par les chauffeurs, les quantités de charbon consommées et totalisées en fin de mois, etc. Et d'ailleurs, on s'aperçoit très curieusement qu'ils chauffaient de mi-octobre à mi-avril, c'est-à-dire à peu près comme nous aujourd'hui. Bon, par contre, en termes de température atteinte, quand ils étaient arrivés à 15, c'était l'extase. Donc, dans ce domaine, par contre, bon, il y a des petites variations. En tout cas, cette notion de surveillance et de contrôle des coûts, ça nous a permis, donc justement, dans le cadre de la recherche IGNIS, de retrouver des quantités et des coûts d'énergie sur un certain nombre de bâtiments publics, ce qui donne des idées tout à fait intéressantes sur ces aspects. Voilà, par exemple, les tableaux qu'on a réussi à faire sur donc les coûts d'éclairage intérieur, extérieur, entretien, chauffage, etc., sur quand même des périodes assez longues.
Alors, le troisième moyen de chauffage central, c'est donc le chauffage central à eau. Alors, le chauffage central à eau, il a été inventé par Jean-Simon Bonnemain, qui est le fils d'un artisan tapissier du faubourg Saint-Honoré, un fils cadet, donc qui n'héritera pas du business familial et qui doit donc être créatif. Et c'est un homme extrêmement créatif et il va essayer, en étudiant les poules, très attentivement, de faire une couveuse artificielle, sachant que ça n'existait pas à l'époque, sauf en Égypte, où il y avait des endroits où il y avait une espèce de microclimat qui permettait d'avoir des poulets non-stop. Donc, fort de toutes ces études, Jean-Simon Bonnemain crée en fait quelque chose qui est d'abord un régulateur thermique bilame. Et en cela, il est encore toujours aujourd'hui, connu pour ça. Et il y a un spécialiste aujourd'hui qui fabrique encore des régulateurs bilame qui ont 100 voix devant l'inventivité de Bonnemain et qui a refabriqué aujourd'hui un régulateur Bonnemain. Enfin bref. En tout cas, donc l'idée est la suivante. C'est que donc on crée un foyer avec une porte fermée, avec un volet qui s'ouvre et qui se ferme. Et ce volet, en fait, il permet de contrôler l'arrivée de l'oxygène et ça va permettre, en fait, d'accélérer ou de réduire la température par ce système, sachant que donc, vous voyez, ce système bilame, il passe à travers la partie foyer et donc ça permet une sorte de réglage. Bon, l'effet bilame, c'est encore ce qui fait aujourd'hui la sécurité des cuisinières à gaz, pour donner une idée des applications quotidiennes de cette chose-là. Donc, grâce à ce système-là, il réalise sa couveuse, puisque donc c'est facile de faire chauffer des œufs, mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir la température constante. Bon. Alors, il avait un système de régulation en bas, il avait aussi un système de régulation en haut, où il faisait soulever le couvercle pour raffiner, en fait, en quelque sorte, la température à l'intérieur de sa couveuse. Alors, il va d'abord avoir un certain succès puisqu'il va être le premier à produire des poulets en région parisienne toute l'année. Donc, il va vendre cette production sur les marchés parisiens et il va également vendre à la cour. Il est installé à Nanterre, dans un petit coin de Nanterre, pas dans le centre, dans un petit hameau qui est aujourd'hui un magnifique bar HLM. Et donc dans son installation, il va essayer déjà de faire vivre sa famille, mais également de développer des applications de son système. Donc une de ces applications, c'est une sorte de cocotte minute de campagne qu'on voit ici, qui permet de faire de la cuisine pour une vingtaine de soldats de manière, disons, économique et saine. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il va décliner les choses de toutes sortes de manières et il va avoir une longévité tout à fait conséquente qui va lui permettre en fait de développer aussi son invention de manière techniquement un peu évolutive. Entre 1777 où on est sur la première invention, là c'est un dépôt, c'est un pli de l'Académie des sciences qui date de 1777. Et là, on est autour de 1820-1830. Donc là, l'objet est beaucoup plus sophistiqué, rationalisé. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez ce qu'on appelle donc le thermosiphon, qui est la production, la chaudière qui produit l'eau chaude, qui va monter dans un réservoir en partie haute et qui va descendre doucement dans la couveuse nouveau modèle, en traversant au passage une poussinière pour les poussins de premier âge. On voit ici l'objet en détail avec le petit volet, le système bilame, etc. Donc en fait, il a inventé le système à eau chaude par thermosiphon et il va être reconnu comme tel par tous ses pairs du 19e siècle. Alors, lui, par contre, quant aux applications, disons, de chauffage, on sait qu'il en a fait, puisqu'on a un petit papier comme ça qui sort des archives des arts et métiers, où on sait qu'il va faire visiter une de ses réalisations à côté du parc Monceau,
enfin, du jardin de Monceau au début du XIXe siècle, une visite qu'il fait avec Claude Mollard, qui est le directeur du Conservatoire des Arts et Métiers de l'époque. Mais enfin, bon, ça reste quand même un peu anecdotique, et il faudra attendre en fait vraiment 1829 pour que tout le monde en fait admette ouvertement que c'est un système qui pourrait être appliqué au confort, parce que disons, la période révolutionnaire est assez peu propice au développement des équipements de confort. Hein. Les gens sont dans des situations économiques et politiques difficiles. Donc, parmi les installations aussi qui vont être réalisées toujours en eau chaude, il y a aussi une installation du marquis de Chabannes qui est probablement aussi inspirée de Bodmin, mais qu'il va réaliser en fait dans les années 1820 en Angleterre, parce que donc le marquis de Chabannes, il a su prendre le large à temps, et quand il a été fait prisonnier, il parlait très bien anglais, et donc il s'est fait passer pour un Anglais et il a été libéré. Donc c'était un homme habile. Voilà, donc ce système à eau chaude va être donc développé par d'autres dans la phase donc de développement à partir de 1830. Donc un des exemples qu'on peut voir ici, c'est le chauffage de l'école polytechnique réalisé par Duvoir, je pense. Et donc on voit ici coupe et puis plan, avec donc des systèmes à eau chaude qui alimentent des échangeurs thermiques. Bon, il semblait qu'ils aient eu quelques difficultés, des problèmes d'étanchéité, enfin bref, c'est une phase encore un petit peu délicate parfois. Donc là, on voit d'autres exemples on voit ici d'autres exemples de chaudières qui fonctionnent sur le mode du thermosiphon, avec donc toujours ces petits appareils qui servent d'échangeurs thermiques. Hein, ici, il y a donc un schéma qui montre donc la production de chaleur, le réservoir et ensuite les échangeurs qui se situent en chemin. Alors, il y a un autre système à eau chaude qui va être un petit peu concurrentiel du système de Bodmin et donc de ses suiveurs. C'est le système Perkins. Alors, Perkins, c'est un ingénieur anglais, mais né sur le territoire américain, enfin nord-américain, et qui est qui se situe dans une famille d'inventeurs. Et donc lui, il va inventer un système en fait qui chauffe en continu. Il n'y a pas de réservoir. C'est donc un système qui est sous pression. Et ce système sous pression va être particulièrement intéresser l'architecte Soane, qu'il va utiliser à la fois chez lui, donc dans sa maison, que certains d'entre vous connaissent, et puis aussi dans un certain nombre de ses bâtiments publics, dont la bibliothèque du British Museum. Voilà. Avec donc des systèmes de circuits qui fonctionnent donc comme ça en continu, avec un système donc de valves pour éviter les surpressions. Alors, nos amis anglais, qui ont une association de sauvegarde du patrimoine du génie thermique, ça s'appelle le CIPSI, et donc un site depuis quelques années, donc collecte toutes sortes d'images de patrimoine encore existant de toutes ces inventions merveilleuses. Et donc là, vous voyez quelques exemples d'installations Perkins dans leur jus, dans quelques églises ou quelques temples britanniques. Et donc voilà le type d'objets qui servent d'échangeurs thermiques. Là, donc pas dissimulé. Là, c'est donc un système d'échappement. Et puis donc là, on voit la chaudière qui a été remise au fioul, hein, puisque là, ça a tout l'air d'être un brûleur de fioul. Bon. Voilà.
Alors, en ce qui concerne, donc, revenons un peu. Alors oui, le système Perkins va être développé en France sous la bannière de Gandillo, donc, enfin, il y aura un certain nombre d'applications sur notre territoire. En tout cas, donc, se développe dans le courant du XIXe siècle un marché fantastique de développement de bâtiments publics, hein, puisque la situation politique est plus stable et des besoins nouveaux émergent, et donc on construit, et à chaque fois qu'on construit se pose le problème d'éventuellement en tout cas d'assurer l'hygiène de ces bâtiments, et l'une des conditions pour assurer l'hygiène, c'est d'assurer une ventilation. Or, il n'y a pas de moteur électrique, évidemment, donc le seul moyen finalement d'assurer une bonne ventilation, c'est de créer des mouvements thermiques, de créer une ventilation en amenant de la chaleur dans des points et de faire circuler l'air de cette manière. Et donc, ça s'accompagne également du fait que les prisons ont adopté le modèle cellulaire, et qu'on ne veut plus que les épidémies tuent 80% du personnel à chaque fois. Donc, on décide d'assainir un certain nombre de bâtiments, et les prisons font l'objet donc de ces équipements qui sont au départ pas des équipements de confort, mais des équipements d'assainissement, en quelque sorte. Donc le premier espace qui va faire l'objet, donc dans ces bâtiments publics, il va y avoir un débat entre des tenants du chauffage à vapeur et les tenants du chauffage à eau chaude, sachant que le système à vapeur est un système mixte en fait, et que le système à eau chaude est un système à eau chaude. Bon. Et donc chaque inventeur a une sorte de bannière et défend son système bec et ongle à chaque marché public qui est passé. Et on va avoir une cristallisation particulière de cette situation de débat dans un bâtiment que vous connaissez tous, qui est l'hôpital de la Riboisière. Donc l'hôpital de la Riboisière, qui est un hôpital moderne, dans un nouveau quartier qui se développe au XIXe siècle. On souhaite donc le mettre aux normes d'hygiène de l'époque, et d'installer un système. Donc il y a un premier appel d'offres qui va être fait, qui va être gagné par la société du Voir-le-Blanc, et cette société donc qui est l'un des spécialistes de l'eau chaude. Donc il va programmer des installations de chauffage et de ventilation liées à l'eau chaude. Et puis, en fait, les événements de 48 arrivent, le chantier est interrompu, et lors de la reprise des travaux, les différentes commissions qui sont en charge vont remettre en cause le choix du Voir-le-Blanc, et repasser un deuxième marché avec l'entreprise Grouvel, qui est la société leader des tenants de la vapeur. Donc là, il y a un souci, évidemment, du Voir-le-Blanc ne se laisse pas faire, il proteste, et afin de trancher, la commission fait appel à une personnalité extérieure, en l'occurrence le général Morin, donc directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, ingénieur militaire, et qui lui-même a déjà fait des installations au Conservatoire national des Arts et Métiers. Donc le général prend une option extrêmement habile. Il décide de couper la poire en deux et de consacrer la moitié de l'hôpital à un système à eau chaude et l'autre à la vapeur. Et en quelque sorte, cet objet devient un laboratoire de recherche. C'est-à-dire cet hôpital devient un laboratoire de recherche pendant une douzaine d'années, où on va mesurer la vitesse de l'air entre les barreaux de chaise, et mettre des thermomètres partout, etc. Donc, et ça va alimenter évidemment les deux camps qui vont encore s'affronter, mais de manière un peu plus concrète. Donc là, on voit des images de l'hôpital. Donc du côté du système à eau chaude, on a en fait des chaudières qui sont en rez-de-chaussée et qui envoient en fait l'eau chaude dans d'énormes réservoirs qui sont situés dans les combles, sous une énorme cheminée de ventilation, et c'est cette installation en comble qui crée un appel d'air
de manière en fait à sucer en fait l'air des pièces grâce à des conduits qui se situent dans les murs et dans les planchers de l'ensemble du bâtiment. Hein. Donc on a une ventilation thermique aspirante grâce à ce système. Et également dans les toilettes, hein, parce que c'était aussi un endroit où la ventilation était éminemment nécessaire. Dans le cas de la vapeur, on a au contraire une chaudière centralisée en sous-sol, enfin en rez-de-chaussée, mais dont les conduits circulent en sous-sol, et une chaudière qui se situe dans un bâtiment annexe, puisque la chaudière à vapeur c'est un objet dangereux, c'est un établissement classé, donc. Donc les circuits passent en sous-sol, on voit ici, et alimentent après verticalement des échangeurs thermiques. Il y a par contre là non plus une aspiration, mais au contraire de l'air pulsé, c'est-à-dire que la machine à vapeur qui réalise le chauffage, elle propulse également un aérateur mécanique, hein, une ailette, puisque là il y a une possibilité d'utiliser une force motrice, et donc elle va pousser l'air dans l'ensemble du bâtiment. Alors donc vous voyez un peu les protagonistes du débat, sachant que les protagonistes sont aussi bien architectes, ingénieurs, docteurs, pharmaciens, et que l'endroit où on retrouve tous ces débats, c'est essentiellement une revue de médecine, qui d'ailleurs maintenant est accessible en ligne. Bon. Donc ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que finalement en termes de chauffage, les performances étaient relativement équivalentes, enfin en tout cas au début. Et par contre, il y avait quand même une différence en termes de ventilation. La ventilation mécanique de la vapeur était plus efficace. Il se trouve qu'à l'usage, la partie vapeur était également plus efficace, mais on ne sait pas très bien si c'était lié strictement à l'installation ou si c'était lié au fait qu'il fallait 3 chauffeurs, alors qu'à un endroit, il n'en fallait qu'un. Donc malheureusement, les femmes ont été défavorisées dans cette affaire, et il semblait que donc la partie qui a été chauffée à l'eau chaude était à l'usage moins performante le matin, parce que les chauffeurs n'étaient peut-être pas aussi efficaces dans chaque bâtiment, là où il y avait plus d'efficacité dans un point central. Et ça fait aussi réfléchir sur les possibilités de ces systèmes. Alors, ce débat va s'arrêter brutalement en 1858, donc lors d'une explosion dans l'église Saint-Sulpice qui va malheureusement avoir lieu pendant une messe et qui va tuer plusieurs personnes. Donc là, ça a un peu calmé ça a rendu les chaudières qui explosaient, ça arrivait souvent, mais c'était d'abord ça tuait pas toujours des gens, et puis si ça tuait les gens, c'était pas des dames patronesses, donc c'était considéré comme des accidents du travail. Et là, ça fait pas très bien dans le paysage, et du coup, finalement, les deux côtés vont en pâtir. C'est-à-dire, en fait, l'accident est arrivé du côté de l'eau chaude, mais on sait très bien que la vapeur, ça explose couramment aussi. Donc finalement, ils ont été concernés chacun. Et au lieu d'accentuer le débat, ça va finalement le neutraliser pour arriver finalement à une autre option. En tout cas pour un certain nombre de bâtiments publics et de bâtiments publics recevant du public, hein, c'est l'option du chauffage central à air qui du coup est vécue comme une solution sécurisante, d'autant plus quand on conserve des livres. Hein. Voilà, et donc c'est pour ça que je vous montrais cet exemple de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui est donc l'un des exemples un peu exceptionnels du chauffage central à air, enfin en tout cas principalement à air, dans notre ville. Alors, grâce à la mise en ligne des plans de la bibliothèque, au moment de l'exposition, datant de 3 ans, on peut voir donc ces magnifiques plans du sous-sol, qui est exposé d'ailleurs. Ça, je remercie mes camarades. C'est si rare de voir des plans de sous-sol.
parce que moi, je suis toujours malheureuse quand je ne vois pas les plans des sous-sols. Oui, donc du coup, dans ces plans de sous-sol, on voit ces fameux calorifères à air ici, qui donc alimentent avec des conduits différentes zones du bâtiment. On voit aussi les circulations d'eau, le puits, et puis on voit aussi donc les prises d'air qui se font en façade ici. Alors, je suis allée sur place, essayer de retrouver des traces archéologiques de la chose, et on voit effectivement les grilles d'accès de l'air sur la façade arrière, qu'on voit ici. Et on retrouve encore la trace des espaces qui accueillaient ces fameux calorifères. Donc en fait, c'est des espèces de pièces cylindriques. Alors aujourd'hui, la partie supérieure a été bétonnée pour des raisons de sécurité. Évidemment, les trous, ça, c'est pas très bon pour la sécurité incendie. Donc on perçoit en tout cas tout à fait bien ces volumes, ces grands volumes là. Et puis en plus, l'espace est un petit peu occupé, évidemment, le monde a horreur du vide. Voilà. Et on avait ce type d'équipement, en fait, dans le volume de la bibliothèque, dans ces cylindres, on avait ce type d'équipement. Alors, en fait, pour réaliser comme on a utilise du métal, en fait, on a une chaudière mixte qui produisait aussi un peu d'eau chaude, qui était utilisée dans certaines zones pour différentes autres choses. Mais enfin, bon, en tout cas, le chauffage principal de la bibliothèque est à air chaud. Et puis, bon, on voit qu'il y a une véritable pensée. Il y a une liaison entre l'architecte et le constructeur, puisque donc les espaces étaient réservés, tout a été conçu pour. Et les conduits de fumée qu'on voit ici, qui sont d'énormes cylindres métalliques qui font à peu près 60-70 cm de diamètre, sont situés en fait dans les angles. Alors, ils vont y rester parce que c'est impossible de les bouger d'aucune manière. Donc, voilà. On voit ici une des grilles qui renvoyait l'air chaud dans la pièce. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est de voir que ce bâtiment, il a une intelligence thermique qui va bien au-delà de ces nouveaux appareils, mais qui est vraiment global. C'est-à-dire, d'abord, ce bâtiment a une intelligence spatiale et une élégance remarquable, mais ces fenêtres, elles servent évidemment à assurer l'éclairage, mais elles servent aussi à faire rentrer des apports solaires à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est que ce bâtiment, en quelque sorte, il a une isolation organisée. C'est-à-dire que, déjà, les murs font 55 cm d'épaisseur, ce qui est quand même déjà un petit peu sérieux. Là, on est au niveau du premier étage. Donc, on a en périphérie de la salle un couloir qui, en quelque sorte, isole l'espace des lecteurs, mais il l'isole même de manière tout à fait renforcée, puisqu'on va avoir aussi une bibliothèque plus des livres. Et on va voir aussi que l'espace maintenant de ce couloir étant totalement occupé, on a même une isolation extrêmement renforcée. Ensuite, à l'étage au-dessus, on a déjà beaucoup moins de rayonnement direct, qui aurait pu être un rayonnement froid, puisqu'on est déjà beaucoup plus loin des lecteurs, mais on a encore une épaisseur de bois plus une épaisseur de livre. Et puis, après, évidemment, on a le soleil qui apporte plutôt du positif. Alors, si on regarde... là, vous avez une vue de ces fameux couloirs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 20 cm, il y a du bois plus 15 à 20 cm de livres, 70 cm de passage,
encore 15 à 20 cm de livres, plus du bois, plus l'épaisseur du bois de l'autre côté, etc., plus les livres. Donc vous voyez, on a un bâtiment qui a organisé spatialement son confort, puisque le lecteur, il est forcément protégé par toutes ces épaisseurs et il ne reçoit pas de rayonnement froid, en tout cas des murs. Alors, ça a des conséquences, par exemple, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les utilisateurs de la bibliothèque, ils nous évoquent les derniers hivers rigoureux, et il était toujours possible de travailler dans la grande salle lors de ces hivers rigoureux, alors que l'espace des années 70 qui a été rajouté sur l'arrière était absolument invivable au point qu'ils ont dû le fermer. Aux usagers et surtout aux gens qui sont censés y travailler toute la journée. Donc c'est important de voir que finalement on crée des bâtiments avec des appareils nouveaux qui sont susceptibles de consommer de l'énergie, etc. Mais en même temps, on conçoit des espaces qui vont avoir une certaine qualité thermique générale, sachant que, bon, évidemment, la situation est un peu privilégiée quand même aussi sur la place. Bon. Dans le cas de la bibliothèque impériale, donc bibliothèque nationale aujourd'hui, on a aussi du chauffage à air chaud et des épaisseurs de bibliothèque nombreuses. Par contre, on est un peu dans un cadre un peu moins utopique en termes de perfectibilité de l'espace et contrôle, etc. Parce que vous savez que l'îlot est fait de pièces et de morceaux qui se sont succédés au cours des siècles. Et de la même manière, en fait, il préexistait des systèmes à air chaud qui étaient essentiellement destinés aux personnes qui étaient logées dans les bâtiments de la bibliothèque, enfin en tout cas dans le quadrilatère Richelieu aujourd'hui, mais qui étaient donc toutes sortes de hauts fonctionnaires de la culture, on dirait aujourd'hui, ou de l'armée, etc., de l'État, et à qui on donnait un certain confort grâce à ces systèmes. Donc en fait, quand la Brouste intervient sur ces espaces, il continue à utiliser les systèmes de calorifères à air, puisque finalement c'est déjà le cas, et d'ailleurs il utilise la même entreprise, que je ne connaissais pas d'ailleurs, à ce moment-là. Donc, vous voyez un peu ici un calorifère qui alimente différentes bouches, etc. Ici aussi, on en a un là qui envoie de l'air comme ça. Ici, on en a un autre. Et puis, vous avez toujours à proximité le stockage du charbon, qui est toujours un élément déterminant. Il faut pouvoir que le chauffeur puisse trouver le charbon qui lui est nécessaire. Alors, grâce à la campagne photographique qui a été réalisée lors de la rénovation des années 30, donc réalisée par Rouspitz, nous avons une image de ces fameux calorifères. Donc, vous voyez ici un calorifère et donc les conduits d'air chaud qui circulaient donc en sous-sol, avec aussi un peu de plomberie qu'on va se balader par là, et donc du charbon en sac qui s'amoncelle. Et du coup, ça nous donne une idée, en fait, du type d'objet qu'il pouvait y avoir donc à cette époque-là. Sachant donc qu'à chaque fois qu'on a, là, on a un autre plan du sous-sol, à chaque fois qu'on a un petit carré, là, c'est un calorifère. Sachant que là, on est dans les 3 calorifères de la salle de lecture, calorifères qui donc ont été démolis donc pendant la période Rouspitz et donc qui étaient à l'emplacement de la salle des catalogues. Donc tout ça pour vous donner une idée donc, de la consommation des bâtiments publics. Alors pourquoi la consommation des bâtiments publics? Parce que finalement le bâtiment public c'est le secteur où se développe essentiellement ce type d'équipement au XIXe siècle. Les demeures privées arrivent finalement assez tardivement et en tout cas c'est absolument pas démocratisé, on va voir jusqu'à une période récente. Néanmoins,
quelques demeures un peu exceptionnelles vont être quand même équipées dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et on voit l'exemple ici d'un hôtel particulier d'artistes à Paris qui donc fait l'objet d'une publication dans la Revue générale d'architecture et des travaux publics. Et donc on voit donc un joli bâtiment sur deux niveaux, avec donc une fosse septique et un calorifère qui va se balader aussi au niveau du sous-sol. On va voir sur le plan du sous-sol ici, qui est ici, la lingerie. Donc on va avoir donc une circulation d'air chaud qui va se répartir dans les différentes pièces des différents niveaux. Mais vous voyez, par exemple, ces deux pièces-là n'ont pas de cheminée, donc ont effectivement une nécessité d'avoir le chauffage central, mais le grand salon garde une cheminée, puisqu'évidemment c'est un élément décoratif essentiel, et de la même manière, dans les étages, on a également toujours des cheminées. Alors on peut dire que c'est aussi une manière de faire confiance assez modérément au nouveau système, mais c'est aussi important de réaliser que les objets ne sont pas simplement fonctionnels, ils sont aussi symboliques. Hein. Donc on ne renonce pas non plus au décorum qui correspond à leur adoption en quelque sorte. Alors là c'est aussi, alors oui, donc on arrive aussi dans la phase, dans la troisième phase, à partir de 1870-1880, où on maîtrise beaucoup mieux les procédés, et où les nouveaux acteurs professionnels, qui sont tous presque sortis de l'école centrale, qui a été créée en 1847, ne vendent plus leurs inventions comme la génération précédente, comme parfois leur génération précédente, parce que souvent ils sont issus de familles de Grouvel, par exemple, hein, la famille. Mais en fait, ils vont vendre des objets qui seront le plus adaptés, enfin des systèmes qui seront le plus adaptés possible aux clients ou au programme. Hein. Donc on abandonne, on ne choisit plus Grouvel parce qu'il va vous vendre de la vapeur ou du système mixte, mais on choisit Grouvel parce que c'est un bon professionnel, et puis qu'il va assurer un entretien de qualité, etc., puisqu'ils assuraient aussi l'entretien et la fourniture du combustible à certains moments. Donc on a une évolution, hein, des professionnels qui vont à l'école, hein, qui ne sont plus des autodidactes ou des gens formés un peu sur le tas, qui sont tous issus de ces grandes écoles, et qui aussi donc vont affiner leurs projets en fonction des programmes. Et vous voyez donc ici un prospectus de la société Grouvel qui donc décrit longuement à travers les pages ses performances, ses réalisations. Ça m'a été donné très aimablement par Marc Lecoeur. Donc les exemples donc, qui correspondent justement à ces choix un petit peu plus argumentés de chauffage. Donc, par exemple, on trouve le cas de la Sorbonne, qui est chauffée donc, par la société Geneste et Hercher, qui sont deux centraliens qui vont pratiquement rafler les trois quarts des marchés de la dernière partie du XIXe siècle à Paris, en tout cas. Donc là, le projet de la Sorbonne, alors on voit les grilles qui correspondent aux conduits dans le sol, et on voit ici, par exemple, vous voyez ici le conduit de cheminée principale de la chaudière, qui se situe en fait en partie basse ici, qu'on va retrouver dans les plans ici. Voilà.
Donc, bon, évidemment, on peut supposer que chauffer il ne devait pas chauffer l'intégralité du bâtiment à partir de là, mais ça montre le type d'équipement qu'on prévoit. Alors d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller aux archives de la Sorbonne et on a retrouvé un certain nombre de projets qui avaient été soumis au moment des marchés et qui n'avaient pas été retenus, mais donc qui sont toujours aux archives. Alors, dans les magasins qui font aussi, enfin, dans les objets qui font aussi, les équipements qui font aussi l'objet de chauffage central, il y a évidemment les grands magasins, hein, ce sont des lieux de consommation, il est important que les gens se sentent bien. Et donc, par exemple, la Belle Jardinière est aussi chauffée par Geneste Herrscher avec un calorifère à air chaud et une ventilation à air comprimé, sachant que l'air comprimé vient d'arriver sur le marché parisien. Et là, donc, on est dans le sous-sol avec donc la multiplication des calorifères et les conduits qui vont avec. Hein, on voit d'ailleurs que ce système ne concerne que les deux niveaux principaux, les étages au-dessus utilisant des systèmes de cheminées traditionnels comme tout le logement haussmannien de l'époque. Alors, en termes aussi d'exemples d'équipements un peu exceptionnels qui va être donc traité en fonction des besoins et puis en fonction des types. On voit ici l'hôpital Tenon, qui est donc conçu par l'ingénieur Louis Serre. Et donc, en fait, il va préconiser un système qui va être extrêmement hiérarchisé. C'est-à-dire, il va avoir un système à vapeur principal, donc qui est localisé dans un bâtiment à part, qu'on voit ici. La vapeur va être distribuée dans l'ensemble de l'îlot, puisque finalement, l'hôpital Tenon, c'est un îlot entier. Alors, le choix de la vapeur pour les îlots, c'est très cohérent, puisque on ne perd pas trop thermiquement sur la longue distance, et donc ça permet d'atteindre finalement toutes les zones de l'îlot sans trop de pertes. Par contre, bâtiment par bâtiment, on va avoir des échanges thermiques qui vont se faire vis-à-vis d'un système à eau chaude et à air chaud. C'est-à-dire que on a des blocs d'échangeurs qu'on voit ici, en plan et en coupe, et qui alimentent des petits systèmes comme ça. Et on voit ici donc dans les deux coupes comment en fait les échangeurs alimentent à la fois de l'air chaud qui va circuler et qui va créer de la ventilation et également des petits échangeurs ici. Bon, vous voyez quand même qu'on n'a pas renoncé définitivement à la cheminée, mais qui devait avoir certainement d'autres fonctions que de chauffer les énormes chambres communes de l'époque. Alors, un autre cas de réutilisation un petit peu des différents systèmes en fonction du programme, c'est la bourse deuxième format, puisque donc en 1903, on agrandit la bourse de 2 ailes, donc, et donc augmentation de surface, et c'est l'occasion finalement de refondre complètement le système qui était du coup extrêmement archaïque. Et donc là, on voit la coupe, comment on ajoute en fait les différentes parties. Et donc là, on va avoir une nouvelle chaudière qui va être installée sous les emmarchements et qui va alimenter un système à air chaud dont on voit donc toutes sortes de et aussi des radiateurs. En fait, c'est aussi un système mixte suivant les espaces et qui vont donc irriguer complètement le bâtiment, avec donc des bouches d'air qui ont remplacé les caniveaux archaïques. Et puis donc aussi on visualise les bouches et puis également d'autres appareils dispersés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de toute manière, ils avaient fait une reprise en sous-œuvre aussi tout à fait intéressante de la partie centrale. Donc finalement, il y avait une telle reprise du bâtiment que ce n'était pas forcément gênant d'intervenir à ce niveau-là. Et on voit ici comment on a les différents équipements, comment se situent. Et là, on a un exemple de grille dans une des pièces. Voilà.
Alors, ce qui se passe aussi dans la fin du XIXe siècle, c'est en fait l'arrivée de nouveaux inventeurs, en quelque sorte, extérieurs au monde européen, en l'occurrence les États-Unis, qui avaient déjà fourni des inventeurs, Perkins, Thomson, et puis aussi donc Benjamin Franklin, mais qui étaient quand même anglais encore de naissance. Enfin, mais là, donc, ce sont de vrais Américains, et ils vont en quelque sorte être très inventifs, très motivés par leurs problèmes climatiques sans doute, et ils vont aussi essayer d'industrialiser les choses de manière rationnelle, et c'est comme ça qu'ils vont inventer la standardisation des radiateurs et des chaudières. C'est-à-dire finalement, c'est d'ailleurs le mot radiateur apparaît à ce moment-là, et par la société qui s'appelle American Standard, et qui en traversant l'Atlantique change de nom et s'appelle Ideal Standard, de manière à ne pas choquer les chauvinismes des uns et des autres. Et du coup, ça permet finalement d'utiliser des installations existantes avec de nouveaux appareils particulièrement adaptés et souples, et qui permettent donc aussi d'adapter les calculs et des dimensionnements de chaudières et des dimensionnements d'installations individuelles. Donc on a aussi je voulais aussi parler un peu de la question des énergies. Donc au cours du XIXe siècle, on a une diversification. Bon, évidemment, on passe du tout bois au XVIIIe, au charbon qui va aller crescendo dans le siècle, mais on va aussi avoir l'apparition du gaz de ville. Alors le gaz de ville, il sert essentiellement à l'éclairage dans un premier temps, mais à la fin du XIXe siècle, il commencera aussi à être un peu utilisé pour d'autres fonctions. Et l'avantage aussi, c'est que le gaz de ville produit un sous-produit qui est une sorte de charbon de bois du charbon, qui est le coke. Et donc le coke est aussi un combustible qui est très utilisé par les chaudières et qui est souvent mélangé. On n'utilise jamais le coke tout seul, mais on fait une sorte de mélange entre charbon, coke, etc. Et éventuellement des petits systèmes de récupération dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, on optimise comme ça les systèmes existants. Alors l'électricité apparaît à partir de 1881, alors assez doucement au début, mais en ce qui concerne l'électricité, dans un premier temps, ça ne va pas évidemment concerner la question du chauffage. Par contre, ça va concerner deux aspects très importants, c'est les pompes et les ventilateurs. Parce que tant qu'on n'a pas de moteur électrique, parce que finalement, ce qui est le plus important avec l'électricité, en tout cas pendant longtemps, c'est l'apparition du moteur électrique. Alors il y avait des moteurs déjà, il y avait des moteurs à gaz, il y avait déjà des moteurs aussi thermiques, mais donc c'était pas très souple, parce qu'il fallait toujours avoir une grosse installation derrière. Bon, l'électricité, ça permet donc d'avoir des moteurs de petite taille, qu'on peut mettre un peu dans des endroits adaptés. Donc ça permet aussi ça permet d'optimiser des installations de manière un peu différente. Alors, cela dit, en parallèle avec toute cette inventivité et ces performances variables, mais enfin, en tout cas, novatrices, on a aussi tout un tas de développement d'objets en parallèle, en particulier dans le secteur de l'habitat, puisque l'habitat n'est quasiment pas concerné par ces inventions. Donc on va avoir des objets de type poêle qui vont être plus ou moins industrialisés, comme on voit ici. Donc là, c'est un exemple de poêle chez ma tante. Donc, et puis là, on a un exemple de poêle dans un château en France. Donc on voit comment finalement la nouveauté irrigue les différents secteurs de manière un peu différente, mais est tout de même présent. On a aussi toutes sortes d'améliorations. Comme on avait vu des améliorations des cheminées au XVIIe et au XVIIIe siècle, eh bien, en fait, ça a évolué aussi au XIXe siècle. Il y a énormément d'inventeurs et de fabricants. J'en montre juste quelques-unes.
où finalement c'est toujours le même principe, si on garde une cheminée, mais pour garder le côté joyeux et sympathique du feu, et puis on essaye d'empêcher les courants d'air, la fumée, etc., et augmenter le rendement avec différentes méthodes, donc avec des objets plus ou moins industrialisés. On voit par exemple aussi l'appareil Fondet qui permet d'installer un appareil moderne dans une cheminée de toute période. D'ailleurs, par exemple, on trouve ça, je l'ai vu dans les châteaux de Chantilly, je l'ai vu à la Fondation de la Meurthe, en fait. Donc, il y a plein d'endroits où on trouve ces appareils Fondet qui sont des produits du 19e siècle qu'on installe dans une cheminée plus ancienne et qui permettent de récupérer de l'air chaud dans n'importe quel foyer. Donc, il y a cette idée de faire évoluer des installations existantes. Il y a aussi évidemment l'industrialisation du poêle à partir de 1850 avec des cas comme Godin qu'on voit ici, mais aussi plein d'autres fabricants. Et donc des appareils qui vont être complètement fermés ou un peu ouverts avec des pseudo-cheminées, sachant que les gens aiment bien le feu, aiment bien voir le feu. Et à partir du moment où on va inventer des verres avec du mica, on va pouvoir réaliser aussi des poêles où on va pouvoir quand même deviner la flamme derrière la paroi et ça sera très apprécié. Alors ces poêles qui ont toujours une double épaisseur pour résoudre les problèmes là de dioxyde, de porosité au dioxyde, au monoxyde de carbone, ils génèrent aussi toutes sortes de règlements puisqu'on les intègre dans les intérieurs avec des planchers incombustibles ou pas, et donc il y a toutes sortes de règlements qui se déclinent pour sécuriser les habitats face à ce nouveau type d'objets qui sont susceptibles de créer des incendies qui sont toujours dangereux. Donc j'arrive à l'aube du XXe siècle avec finalement quelques évolutions, en particulier donc la diffusion des nouvelles énergies modernes, donc le gaz de ville, l'électricité, le fioul, sachant que donc les deux premières préexistent et sont dépendantes essentiellement du charbon, puisque une partie de l'électricité est quand même produite à partir de la combustion du charbon, sauf dans quelques zones un peu exceptionnelles. L'hydroélectricité est à ses débuts. Ensuite, on a aussi donc les pompes et les ventilateurs dont je vous ai déjà parlé. Et il y a deux autres aussi phénomènes qui apparaissent, c'est le chauffage urbain et le chauffage rayonnant. Alors le chauffage rayonnant, c'était déjà des questions qui étaient abordées au XIXe siècle de manière théorique, mais il y avait peu de réalisations pratiques parce que c'est extrêmement coûteux et compliqué. On a également toutes sortes de développements en termes d'organisation professionnelle et qui vont aboutir en fait à l'amélioration scientifique de la thermique en fait et de toutes les sciences concernant en fait les combustions. On a aussi du coup l'émergence de revues techniques spécialisées, mais aussi l'intrusion en fait plus régulière du chauffage dans les revues d'architecture, avec en particulier les numéros spéciaux thématiques qui existent à partir de 1935. Avant, par exemple dans la RGA, il y avait fréquemment des allusions au chauffage au moment des grandes expositions industrielles puis universelles, mais ça n'est jamais un numéro entier. Enfin, on va avoir aussi des motivations tout à fait particulières après la guerre de 1914-18, parce que ça va générer une énorme crise énergétique et du coup ça va favoriser tout ce qui concerne le rendement, donc les compteurs, les horloges, mais aussi la recherche théorique, la recherche pratique et la formation des équipes techniques, pas seulement les ingénieurs, mais aussi les gens qui travaillent sur place. Donc par exemple, en ce qui concerne les organisations professionnelles, vous voyez ici une photographie du deuxième congrès des chauffagistes qui a eu lieu à Paris en 1930 au Conservatoire des Arts et Métiers. La première étant de 1923, donc il existait déjà des congrès de chauffagistes aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, auxquels d'ailleurs les Français allaient assez régulièrement. Et puis donc à un moment, ils décident de créer eux-mêmes leur structure française, en fait francophone. Et puis donc
depuis, ça existe toujours, et même si ça a pris d'autres formes. Et du coup, ça permet d'échanger sur le plan théorique, sur le plan scientifique, et de stimuler en fait le champ en question. Ça permet aussi le développement de sociétés savantes comme le caustique, qui va jouer un rôle très important dans la recherche dans les années 30. C'est eux qui vont publier les 5 premiers ouvrages qui vont permettre de faire des calculs thermiques, c'est-à-dire par exemple détermination des zones géographiques, la description de tous les K ou U qu'on appelle maintenant des différents matériaux. C'est des éléments qui viennent d'Allemagne mais qui sont traduits et qui permettent en fait aussi un ouvrage sur les apports solaires, comment calculer les apports solaires. Donc en fait c'est vraiment l'émergence d'un secteur qui peut aussi du coup se diffuser largement puisqu'il est susceptible d'être accessible par le plus grand nombre. On essaye aussi de créer des liaisons entre les thermiciens et les architectes. Par exemple, c'est le moment où les premiers thermiciens enseignent à l'École des Beaux-Arts avec Marcel Véron puis André Misnard. Donc le fameux numéro d'architecture d'aujourd'hui de 1935, où on voit en fait entièrement consacré aux problématiques thermiques et ventilation évidemment. Alors là, vous voyez deux exemples des 2 revues principales. Chaleur et industrie, qui est quand même plus la chauffe pour l'industrie, mais qui a quelques applications thermiques du bâtiment. Et puis chauffage-ventilation, qui va devenir chauffage-ventilation et conditionnement, qui est plus spécifiquement orienté vers le bâtiment et qui est donc en fait la revue de l'Association des ingénieurs de la SCVF. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, au cours de ce siècle et demi, se développent en fait des techniques et donc des consommations de différentes énergies. Mais en tout cas, ça concerne assez peu le secteur du logement, ce qui veut dire aussi que ça ne modifie pas forcément de manière quantitative spectaculaire la consommation nationale. Et ce n'était pas des choses qui étaient très motivantes, parce que par exemple, je n'ai jamais trouvé de statistiques avant 1954 sur ces questions, alors qu'on sait combien il y avait de toilettes au XIXe siècle dans Paris. Donc ce n'était pas une nécessité vitale comparable aux nécessités d'hygiène de type d'hygiène basique. Bon. Donc, pour vous donner une idée, donc en 1954, il y avait simplement 10% des logements et il faut vraiment attendre une période finalement assez récente pour que les logements... Alors aujourd'hui, on a d'autres problèmes de précarité énergétique, mais enfin, vous voyez, ça se fait de manière assez... Alors, il faut regarder les chiffres avec attention, par exemple... le 16e arrondissement et Neuilly, en 1954, ils n'étaient pas à 10%, ils étaient à 35-45%. Non pas seulement parce que c'est des quartiers riches, mais c'est parce que c'est aussi des zones riches et récentes. C'est-à-dire si on cumule le fait qu'il y a beaucoup de patrimoine récent, plus le fait que c'est des zones plus, disons, aisées, on peut avoir... par contre, des quartiers centraux comme Paris, comme le Marais, étaient très en dessous des 10%. Donc, gros contraste de zones. Alors, il faut aussi avoir conscience que dans les années 30, le confort, c'est encore quelque chose qui concerne, il y a une différence sociale. Ça, c'est des éléments qui sont donnés par Veritas. Donc, il y a une petite plaquette de Veritas qui explique que, suivant qu'on fait un immeuble pour les pauvres ou pour ou un immeuble de luxe, on ne va pas mettre les mêmes équipements et on ne va pas on ne cherche pas à obtenir les mêmes qualités, sachant que donc en gros dans les zones à petit loyer, comme c'est dit pudiquement, eh bien c'est déjà bien suffisant d'atteindre 15 degrés. Par exemple dans l'immeuble des Amiraux, donc de Sauvage, ils voulaient à l'origine mettre un chauffage central général, et puis dans les batailles financières, son projet a mis 12 ans à émerger.
finalement, il a dû renoncer, il a dû recommencer ses plans X fois, hein, faire des plus petits appartements, mais comme il voulait absolument garder le carrelage et que c'était un énorme budget dans le marché, eh bien, il a dû renoncer au chauffage central généralisé pour des petits systèmes avec des cheminées qui ne fonctionnaient pas très bien apparemment. Et donc, vous voyez, c'est vraiment il y a vraiment une logique sociale, en tout cas, dans ces années-là, qui fait que finalement, la démocratisation de ces choses-là, c'est vraiment l'après-guerre. Et l'après-guerre, ça ne fait que commencer. Donc c'est l'amorce d'un changement. Alors, je pense que la population ici, elle est un peu de tous les âges, donc les gens perçoivent les choses de manière assez positive, et puis c'est pas forcément très exotique pour vous, mais quand je dis ça à des étudiants qui ont 18-20 ans ou 25 ans, ils ont l'impression de leur parler de Mars, quoi. Alors, le mazout, c'est aussi le nouveau combustible moderne parce qu'en fait, il n'a pas de résidus. On peut le stocker, donc il n'y a pas le problème d'avoir du personnel pour remplir les chaudières et vider les cendres tous les X heures. Donc après la Première Guerre mondiale, il y a un gros problème de personnel, y compris dans les grandes maisons. Et du coup, ce qu'on économise sur le personnel, finalement, on peut accepter de le payer un peu plus cher le combustible, et puis de manière, le prix du charbon a considérablement augmenté. Donc, par exemple, tous les bâtiments modernes de l'architecture moderne, la Villa Cavrois, la cité de refuge, on pourrait en citer comme ça. Normalement, ils sont tous chauffés au fioul, étaient tous chauffés au fioul à l'origine. Alors l'autre élément qui arrive, c'est le chauffage urbain. Je vais peut-être pas y aller très vite, donc je ne vais pas détailler. Il apparaît en fait en France à 2 endroits en même temps. Il vient des États-Unis. Il apparaît en France à Villeurbanne et à Paris en 1928. D'un côté une municipalité, de l'autre côté c'est le métro, c'est le groupe Ampin du métro. Et voilà, donc je voulais finir sur cette image qui m'a donc été donnée par Eunhye Kim, qui est une éminente docteure en urbanisme, et qui donc a fait sa thèse il y a 2 ans sur les questions de comptage d'énergie à Paris et l'agglomération parisienne depuis 1801. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment... vous voyez ici, on est sur le bois. On voit comment le bois chute doucement pendant le 19e siècle, mais il est remplacé pratiquement au même niveau par le charbon. Et finalement, la grosse différence se situe là. C'est-à-dire une fois qu'on s'est remis de la période de guerre, en résumé. Et alors, il faut quand même savoir que c'est le nombre de joules par habitant par an, sachant qu'évidemment, des agglomérations comme Paris qui sont en croissance permanente, de fait, la consommation avait augmenté au global, mais parce que la population avait augmenté. Mais c'est intéressant de voir que finalement, pendant le courant du 19e siècle, en moyenne d'utilisation par habitant, il n'y a pas forcément de grosses variations jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on change de combustible, on améliore le rendement, on expérimente toutes sortes de nouvelles méthodes, mais la vraie problématique d'explosion et de consommation, elle se situe au moment précisément d'une démocratisation du confort. Alors évidemment, ce n'est pas pour renoncer au confort, mais il faut effectivement prendre le problème autrement. Alors moi, j'ai un peu une analyse aussi des choses, c'est que pour beaucoup d'éléments sur lesquels je travaille, je m'aperçois que on dit aujourd'hui il faut réinventer des nouvelles manières, mais je dis il faut peut-être aussi revisiter des manières anciennes, puisque finalement, moi, je crois que la rupture, c'est pas maintenant, la rupture, c'est ici. C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, on va pas
utiliser les mêmes méthodes pour obtenir des baisses. Hein, on va utiliser les méthodes d'aujourd'hui, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses du passé qui sont susceptibles d'être utilisables. Par exemple, vous voyez l'organisation spatiale de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est loin d'être inintéressant. L'autre aspect que je voulais aussi évoquer par rapport à ça me revient pas sur le moment, mais peut-être que ça reviendra au fur et à mesure des questions.